Alors, on s'en va immédiatement à Québec, où le directeur national de la santé publique de la province, M. Luc Boileau, prend la parole. Il sera bien sûr question du port du masque qui devrait en principe être levé, mais on ne sait pas encore exactement ce qui sera décidé. Ça faisait l'objet de discussions d'ailleurs juste avant d'entrer en ondes. On laisse la parole à M. Boileau. Bienvenue à nouveau à ce point de presse qui vient situer où nous sommes rendus dans l'évolution de la pandémie. Alors, Dr Longtin, qui est un grand expert de très haute réputation mondiale, et moi, on vient vous parler justement de où nous sommes rendus. On va faire le point sur quelques autres sujets qui sont associés à la pandémie. Alors, dans un premier temps, pour nous, on souhaiterait vraiment préciser on est rendu à peu près où, là, au niveau de la 6e vague? Alors, c'est une bonne nouvelle, là, où nous sommes rendus, parce que plusieurs de nos indicateurs montrent une baisse de la contagiosité au sein de la population de façon générale, puis aussi au sein de groupes que nous suivons d'une façon plus attentive, que ce soit les personnes âgées, les étudiants, les élèves, devrais-je dire, du primaire comme du secondaire, les travailleurs de la santé aussi. Alors, on a plusieurs indicateurs et bien sûr, on suit aussi le nombre de nouveaux cas qui se présentent au niveau de nos salles d'urgence comme de ceux qui seront hospitalisés. Alors, à cet effet, les projections récentes, celles qui datent d'hier à peine de l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, l'INES, nous montrent une baisse progressive des nouveaux cas anticipés, là, des nouvelles hospitalisations au cours des quelques prochaines 2 semaines. Et bien sûr, le nombre total de lits qui vont être affectés à la COVID va baisser aussi, mais plus lentement parce qu'on a toujours des nouveaux patients qui arrivent. Alors, ce sont tout de même placés dans des bonnes nouvelles. Vous le savez maintenant, c'est essentiellement le variant BA2 qui prédomine à l'intérieur du Québec. Donc, en termes d'infection, on a très peu d'Omicron, c'est surtout le BA2. Et le BA2, il est plus contagieux. Il est plus contagieux que l'Omicron, qui était beaucoup plus contagieux que le Delta, qui était plus contagieux que les autres avant. Plus on avance avec ces variants-là, plus on constate qu'il y a de plus en plus de contagiosité. Et c'est un peu ce qui explique pourquoi ils prennent la place. C'est parce qu'ils sont plus contagieux que les autres. Alors, ils se propagent plus encore. Alors, on le mentionnait, le Omicron était contagieux, mais le BA2, c'est un 40, sinon 50% de plus de contagion. Alors, ça explique la force qu'on a eue de la 6e vague qui a été importante jusqu'à maintenant. Mais grâce à la vaccination puis à la collaboration de la population par les gestes qui ont été posés, bien, la 6e vague est en voie d'être contrôlée et on estime que le pic est en toute probabilité derrière nous. Alors, les hospitalisations et le nombre de cas quotidiens que nous recensons à travers différentes études, notamment celle du groupe Cyrano, qui a encore publié aujourd'hui, restent élevés. On est toujours en période de pandémie, mais c'est moindre que ce que nous avons connu il y a à peine quelques 2 semaines ou 3, ou enfin, vous connaissez bien la situation. Mais il ne faut donc pas croire que la pandémie est terminée, là, on le répète, mais plutôt que sa progression semble être maintenant plus positive, et c'est tant mieux. Alors, d'ailleurs, il y a un point important là, qui a soulevé beaucoup d'interrogations récemment, c'est que nous constatons qu'en effet, il y a un bon nombre de personnes qui connaissent une réinfection. C'est pas une réinfection sur le virus qu'ils viennent juste d'avoir ou le variant qu'ils viennent d'avoir, c'est une réinfection par rapport à un autre variant qu'il y avait avant. Alors, il est connu que le Omicron pouvait réinfecter des personnes qui avaient déjà connu la COVID, que ce soit des cas avec le alpha, le bêta, le delta, mais actuellement, on a du BA2 et les personnes peuvent se réinfecter par ce virus-là, même s'ils ont connu un Omicron récemment. On pensait que c'était plutôt rare et on estime que c'est à peu près 5 à 10% des cas que nous avons qui sont des réinfections actuellement de personnes qui subissent encore une infection par la COVID, mais sur le variant BA2, même s'ils ont connu une infection récente de l'Omicron. On pensait que ça pouvait durer d'ailleurs presque 3 mois, en toute probabilité qu'il n'y aurait pas d'infection, mais on voit des cas, et de plus en plus, qui sont avant même 3 mois. Alors, on a donc réajusté nos consignes et en ce sens, on considère maintenant que le risque de réinfection se situe plus à partir de 2 mois plutôt qu'à partir de 3 mois. L'infection, pas l'infection, mais l'information va être distribuée aussi d'une façon plus officielle sur notre site québec.ca. Il en demeure pas moins qu'on est confiant, malgré tout ça, que d'ici 2 semaines, on aura progressé dans le bon sens encore. Et considérant qu'il faut demeurer prudent, on a eu des échanges avec les autorités gouvernementales et on persiste à maintenir le port du masque obligatoire dans les lieux publics comme dans les transports en commun pour un autre 2 semaines. Ça ne vous surprendra pas, d'ici le 14 mai.
On veut de la prévisibilité. Alors, c'est pour ça qu'on tentait, là, qu'on tenait à aborder de nouveau le sujet aujourd'hui, puisqu'on confirme que l'orientation finale, quant à si on continue ou non après le 14, ça va être pris en début de semaine prochaine. On aura des données plus complétées et on va pouvoir confirmer cette intention qui est émergente là, et qui est sérieuse, donc qui, je pense, va faire plaisir à plusieurs. Alors, on va suivre la situation de près, puis on va pouvoir reconsidérer le tout là, si tout devait continuer à s'améliorer, comme c'est anticipé au cours des prochains jours. Alors, on rappelle encore, et puis ça demeure important, qu'en présence de symptômes, là, vous allez dire, il me semble qu'on l'a déjà entendu, mais il faut vraiment le dire, et c'est ce qui aide là en ce moment, il y a vraiment des gens qui ont changé leur approche autour de ça, et c'est tant mieux. Alors, quand on a des symptômes, on reste à la maison et on s'isole, puis on se teste. Et on porte un masque en présence de personnes qui sont vulnérables. On continue à faire ça. On ne le dira jamais assez, là, mais la prudence reste de mise. On n'est pas sorti de la pandémie, même si là, globalement, là, la situation semble aller de mieux en mieux. Alors, on va ajouter que l'activité grippale de son côté, la grippe, là, la vraie grippe là, avec l'influenza, elle est en croissance et qui est de mise encore là, de poser les bons gestes. Et ils sont tout à fait les mêmes qu'avec la COVID. Si on a des symptômes, on s'isole. On peut se tester. Si on ne teste pas pour la COVID, il faut penser qu'on a peut-être l'influenza. C'est les mêmes approches. Là. On reste prudent pour ne pas aller voir de la famille, des amis ou autres, et encore moins des personnes vulnérables. Là. Donc, on s'isole 5 jours et après ça, le masque encore 5 jours pour faire quelques activités, mais pas de sortir, pas d'aller au resto, pas de faire de visite aux gens. Alors, en terminant, encore là, je sais qu'on l'a déjà mentionné, mais on rappelle que les personnes les plus vulnérables ont souvent en haut de 60 ans. Il y a bien sûr des gens qui ont d'autres maladies, qui sont immunosupprimées ou immunodéprimées. Il faut être prudent avec ces personnes-là aussi. Mais pour les personnes de plus de 60 ans, c'est elles qui sont le plus à risque actuellement de développer des maladies qui seront manifestement plus graves et qui pourraient les amener même à être hospitalisées ou aller aux soins intensifs ou pire encore. Alors, et c'est d'autant plus vrai si elles ne sont pas vaccinées. Alors, les personnes de plus de 60 ans qui ne sont pas vaccinées, dès qu'ils éprouvent des symptômes, on leur suggère de passer un test rapidement. Et si le test est négatif, d'aller dans les centres de dépistage. Ils ont l'opportunité d'y aller. Ils sont admissibles et on va faire un test PCR pour qu'ils puissent bénéficier rapidement du service offert en particulier par les pharmaciens. Donc, de se diriger vers son pharmacien, vers un pharmacien. Tous les pharmaciens au Québec sont bien au fait de ça et ils connaissent bien ce médicament, le Paxlovid, les conditions d'utilisation et de pouvoir donc en tirer tous les avantages parce que ça réduit considérablement le risque de développer une maladie grave et on est chanceux, on a un système de distribution très efficace au Québec, très professionnel, avec des pharmaciens très engagés, des médecins aussi. Mais donc ça, c'est disponible et il ne faut pas hésiter puisqu'il faut prendre la médication rapidement après le début des symptômes, au maximum 5 jours, mais le plus vite, c'est le mieux. Alors, une fois cela dit, on est prêt à répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup, Dr. Boileau. Donc, nous allons débuter la période de questions avec les journalistes francophones qui sont sur place. Donc, première question, je vous invite à vous nommer et à nommer votre média, s'il vous plaît. Oui, bonjour, Véronique Prince, Radio-Canada. Bonjour. Bonjour, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous retient d'annoncer la fin du masque le 14 mai, sachant que vous vous fiez sur des données ailleurs dans le monde. Partout, on est sur une fin de vague. Est-ce que c'est parce que si vous devez, pour X raisons, changer d'idée, ça passerait pas? C'est pour ça que vous gardez une porte ouverte? Bien, la première des choses, c'est qu'on anticipe réellement qu'on va être capable de le retirer le 14. Donc, on est sérieux là-dessus. Là. On regarde ça. Puis, je pense que tous les experts autour conviennent de croire que le 14 serait une date qui aurait du bon sens. On l'a annoncé la semaine passée. On se disait que si ça allait beaucoup mieux cette semaine, on serait capable de le devancer. Mais les données restent... on n'est pas dans une descente comme ça. On est plus sur un plateau qui descend. Alors, c'est une configuration différente par rapport à quelques autres vagues, et notamment le Micron, la vague du mois de janvier, elle a descendu plus rapidement. Là, c'est plus un plateau là, qui a tendance à vouloir descendre. Donc, faut rester conscient qu'on est dans une période pandémique, qu'il y a beaucoup de contagions à tous les jours, et il y a beaucoup de personnes qui s'infectent à tous les jours. Donc, on est très confiant pour le 14, mais
Je pense qu'on est peut-être mieux de juste regarder comment les prochains jours vont nous assurer de cela. Parce qu'une fois que ça commence à descendre, là, je pense que ça va continuer à descendre, même si on l'enlevait plus vite, 1 ou 2 journées plus vite ou quelques jours plus tard. Mais je pense que le 14, ça a du bon sens. Mais on va faire nos recommandations au gouvernement. Lundi, on va en parler. Et puis, donc, la délibération va se passer dans la journée de mardi. Puis, on sera prêt à entendre la décision du gouvernement. Alors, si je résume votre pensée, là, on peut dire qu'à genre 95 on va le retirer le 14 mai, mais vous gardez quand même une petite porte là, de pouvoir annoncer un... Ouais. Mais ces pourcentages-là, je vous les recalculerai. Mais c'est pas très scientifique, là, mon affaire, là, mais j'ai l'impression que vous êtes assez confiant que c'est vraiment le 14 qu'on va le retirer, mais que vous n'êtes pas prêt à faire le petit pouce de plus pour dire c'est la fin. Là. Bien, pour vous, je pourrais vous dire ça comme ça, mais disons que si on cherche à établir ça avec solidité, là, il y a des équipes scientifiques autour de moi, Dr Longtin et quelques autres. Quand on regarde ça, on a l'impression qu'effectivement, ça peut être tout à fait correct, le 14. Mais souvenons-nous que quand on parle du 14, on parle du retrait du masque dans les lieux publics. On ne parle pas du retrait du masque partout dans le transport et dans les hôpitaux. Il va falloir garder le masque. Hein. C'est des clientèles très vulnérables dans les CHSLD aussi. Ça, je pense qu'il faut garder une mesure de sérieux autour de la contagion d'un virus qui est dangereux, particulièrement pour des personnes vulnérables qu'on retrouve dans ces milieux que je viens de vous situer et qu'il faut respecter ça. Là. Donc, merci. C'est bon. Prochaine question. Bonjour, Claudie Côté, TVA. Avec la levée de l'obligation du port du masque, probablement le 14 mai, si on se fie à ce que vous nous dites, ça va marquer la fin des mesures populationnelles au Québec. Est-ce qu'on considère repenser les règles d'isolement lorsqu'on est positif à la COVID, là, le 5 jours à la maison, puis le 10 jours avec le port du masque? Non, parce que le virus, lui, il ne changera pas. On aimerait bien ça, y donner des règles du jeu, mais il ne nous écoute pas beaucoup. Alors, le virus va continuer à être ce qu'il est et les pratiques d'hygiène respiratoire, les pratiques les pratiques publiques là, des personnes, quand elles sont infectées, vont devoir rester les mêmes. Sinon, on va repartir le bal. Là. Alors, il faut... parce qu'il va encore en avoir. Là. Le 14, moi, je présume, Dr Longtin, je pense que c'est assez convaincu qu'il va y avoir encore de la circulation. Alors, ces règles ne devraient pas changer. Peut-être que Dr Longtin veut allonger la réponse. Bien, non, effectivement, de ce côté-là, le virus va demeurer le même. Donc, l'important, c'est ceux qui ont des symptômes, ceux qui ont la COVID prouvée ou d'autres virus respiratoires. On l'a vu avec l'influenza en ce moment. Ça va vraiment être important de rester isolé pour la durée des symptômes. En fait, on voudrait que ça devienne un peu un réflexe normal. On a des symptômes, on s'isole, on porte le masque, on reste à la maison, peu importe le virus. Donc, c'est là pour rester le même à long terme, en fait. Fort probablement. Comme recommandation. On ne peut pas obliger les gens à cela, mais je pense que ça va rentrer dans les mœurs et on le voit. Hein? Ça rentre dans les mœurs et c'est correct. Et d'ailleurs, quand le masque va être retiré, on s'attend qu'il y en ait encore beaucoup qui le portent et avec raison. Il y a des gens qui sont plus vulnérables, qui sont plus âgés ou qui ont des maladies, qui sont immunosupprimés, etc. Ils vont vouloir garder cette protection-là. Puis il y en a d'autres qui vont faire l'infection puis qui vont avoir la sagesse de continuer à porter le masque pendant les jours requis. Alors, il ne faut pas penser que le 14 ou une date qui sera décidée par le gouvernement la semaine prochaine va voir le paysage complètement changer, qu'on n'aura plus de masque. C'est qu'il n'y aura plus cette obligation par voie d'arrêtés gouvernementaux. Merci. Prochaine question. Oui, bonjour, Marie-Michel Sioui du Devoir. Sur le rehaussement de la hausse du nickel, vous êtes les seuls à la direction nationale à être en faveur là, du rehaussement. Le gouvernement s'appuie beaucoup sur l'avis de votre prédécesseur aussi pour la justifier. Étant donné que notamment les 18 directions régionales sont contre, que le Collège des médecins est contre, l'Ordre des chimistes est contre, je me demande, est-ce que vous tenez compte de l'acceptabilité sociale dans votre recommandation? Puis est-ce que c'est possible qu'elle change? Écoutez, le dossier du nickel, c'est un dossier qui me précède. Moi, je suis arrivé au début du mois de janvier. C'est un dossier qui a fait l'objet de travaux pendant de nombreuses années du côté du ministère de l'Environnement puis de la lutte au changement climatique. Également du côté de plusieurs groupes. Alors, il y a eu la Direction générale de la santé publique.
qui s'est intéressé à cela. Évidemment, vous posez la question. Il y a eu l'Institut national aussi de santé publique qui a étudié la question. Et moi, de la façon, si vous me permettez, Madame, la façon dont je lis ça, c'est que j'ai mon prédécesseur, Dr. Arruda, qui, déjà à l'été 2019, donc ça fait de cela 2 ans et demi, a signifié clairement qu'il était en accord avec les ajustements au niveau de ces projets de règles au niveau du règlement pour le nickel qu'on a dans l'air. Alors, moi, j'ai regardé ça, puis on s'en est parlé. On a regardé ça aussi avec la Direction générale de la santé publique et avec l'INSPQ et l'Institut national de santé publique pour voir, y a-t-il des approches qui ont été faites là-dedans qui n'étaient pas compatibles avec la rigueur scientifique qu'il faut avoir pour ça. Et somme toute, c'est un dossier qui a été fait avec, je pense, rigueur. C'est comme ça qu'on me le présente. Je n'ai pas réouvert le dossier pour regarder toutes les études et toutes ces années-là de travaux. D'abord, j'ai pas eu le temps de faire ça, mais c'est comme si vous me demandiez, est-ce que le patient qui a été vu par un de mes collègues a été bien diagnostiqué? S'il a suivi les règles de l'art, je vais vous dire oui. Puis moi, il n'y a pas de raison pour lesquelles je dirais qu'il n'a pas bien suivi ça. Et il y a même eu un avis de l'INSPQ qui a étudié l'approche, la méthode et la rigueur de la méthode utilisée, qui a confirmé que c'était fait selon les meilleures pratiques en matière d'évaluation toxicologique environnementale. Et il y a eu des experts indépendants qui se sont ajoutés à ce dossier-là. Alors, je vous dirais que je comprends très bien qu'il y a des préoccupations sur ce dossier, puisqu'il y a des gens qui ont toute la légitimité de poser des questions puis de souhaiter avoir les éclaircissements possibles. Et ça, je pense qu'il faut respecter ça. En même temps, l'air d'aller, c'est pas juste de changer la norme, c'est d'être capable de suivre son application, de suivre l'évolution aussi des risques, de bien s'assurer que toutes les mesures soient prises pour que ce soit bien fait et qu'on le fasse en toute transparence dans l'information publique. J'aimerais vous permettre de donner un petit peu plus de détails parce que dans l'étude des crédits tout à l'heure, il y a été question d'une nouvelle campagne sur la vaccination pour clarifier un petit peu les délais, peut-être pour inciter les gens à aller chercher une 3e dose. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous avez en tête exactement? Pour une nouvelle campagne de vaccination? Oui, il y a été question de nouvelles communications autour de la vaccination parce qu'il y avait peut-être des choses qui n'étaient pas claires sur les délais. Vous en avez parlé un peu tantôt, là, après une infection ou entre les 2 doses. Est-ce qu'il y a une nouvelle offensive de communication qui s'en vient pour que les gens comprennent mieux? Oui, bien, peut-être que les gens, au début, ce qui a été dit, là, parce que j'étais en commission parlementaire, ce qui a été dit, c'est, y avait-il une clarté du message au début? Quand le Micron est arrivé, là, il y a eu un passage qui a dû s'ajuster, puisqu'on recommandait aux gens d'attendre 6 mois avant de profiter de leur dose de rappel. Et puis là, il y a eu un changement à la mi-décembre, autour du 17 décembre, par le comité d'infection, le comité d'immunisation du Québec, pour dire on peut maintenant attendre un délai de 3 mois plutôt que de 6 mois. Et ça a permis une poussée très forte de la vaccination pour aller chercher une dose de rappel, et en particulier pour les gens à risque. Ça a été un atout considérable pour nous permettre de traverser cette vague-là. Maintenant, il y a eu aussi la question qui est arrivée en disant, mais là, si moi je fais l'Omicron, ou en tout cas une infection dans le mois de décembre, est-ce que je peux tirer avantage tout de suite de ma dose de rappel? Ce qui a été suggéré, c'est d'attendre un bon 8 semaines, mais idéalement 3 mois. Puis ça, ben, c'est pas toujours facile de communiquer ça, mais ce sont les règles qui étaient mises. Docteur Lontin, peut-être va préciser. Le message, disons, là, que vous envoyez maintenant, là, vous dites que c'est peut-être plus un 2 mois pour réinfection. Là, le message sur la vaccination que vous envoyez aux gens là, qui ont eu le variant, qui ont été infectés par Omicron, c'est quoi maintenant, aujourd'hui? Jean, Docteur Lontin.
Pour la question de ceux qui ont fait la maladie, l'administration de la quatrième dose, la deuxième dose de rappel chez les personnes immunocompétentes qui ont fait Omicron n'apparaît pas nécessaire, mais si les personnes la demandent, elle est offerte. La durée de la protection après l'infection, effectivement, en fait, c'est pas une question nécessairement de temps, c'est aussi beaucoup une question de variants. Et ça, malheureusement, on ne peut pas savoir quand il y a un chevauchement entre deux variants, lequel nous a affectés. Donc, par exemple, quelqu'un qui a fait BA1 peut effectivement refaire le BA2. Et on considère qu'à partir de 2 mois, il peut commencer à refaire une réinfection. Pour au niveau de la vaccination, par contre, on garde encore le même cap, c'est-à-dire un minimum de 3 mois, idéalement 4 à 5 mois, pour avoir la dose de rappel après la dose précédente. Merci. Prochaine question. Oui, bonjour. Question pour le docteur Longtemps. Je voudrais vous entendre sur la grippe aviaire là, de souche H3N8 là, qu'on a découvert en Chine, qui aurait infecté une personne. Donc, de quelle façon vous suivez ça ici? Parce qu'il y a du danger là, que ça se retrouve de notre côté. Oui, effectivement. Le dossier des influenza aviaires, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup. Donc, on a beaucoup le H5N1 actuellement qui circule en Amérique du Nord. Effectivement, il y a du H3N8. Il y a aussi du H7 qui circule dans d'autres parties du monde. Ce sont des virus qu'on suit d'une manière, une vigie internationale pour voir, parce que chacun de ces virus-là a des caractéristiques différentes. Les personnes, demain, quand on regarde un peu la dangerosité d'une influenza aviaire, on regarde grosso modo 3 grands caractéristiques. Le premier, c'est est-ce qu'il peut être transmissible facilement à l'humain et en dehors d'un contact soutenu. Puis souvent, dans ces pays-là, bien, il y a un contact qui est soutenu. Donc, il faut différencier. Est-ce que c'est un contact de quelqu'un qui est vraiment avec la volaille en tout temps ou vraiment un contact plus ponctuel? Et le deuxième point, évidemment, c'est la transmission entre humains. Parce que si on l'attrape uniquement de la volaille, bien, évidemment, c'est différent que si après ça, un humain peut le transmettre à un autre humain. Et cette information-là, pour l'instant, n'est pas disponible. Troisième point, évidemment, est la virulence chez l'humain, si l'humain l'attrape. C'est un peu entre autres la différence avec le H5N1 qui circule actuellement. Bien, il y a eu un seul cas chez un humain et cette personne-là, elle n'avait pas de symptômes. Pour ce qui est des autres virus qu'on trouve en Asie, bien évidemment, c'est une vigie en continu qui est faite malheureusement 12 mois par année parce que ces virus-là vont et viennent. Puis on doit vraiment se faire rapidement. Donc, il y a des instances pour ça qui suivent ça. Prochaine question. Oui, bonjour, Pierre-Paul Biron, du Journal de Québec. Docteur Boileau, j'aimerais vous entendre sur la question des hospitalisations. Est-ce qu'on a toujours la distinction entre le pourcentage de patients admis pour la COVID et avec la COVID? Je regardais les données de l'Ontario qui ont plus le masque depuis 5 semaines maintenant. Quand même 700 hospitalisations de moins qu'au Québec. Et là, on voit que c'est 44-45% de patients qui sont admis en raison de symptômes de la COVID. Oui. Donc, le portrait actuellement ici ressemble à quoi? Est-ce que c'est toujours pris en compte dans la décision de retirer ou non le port du masque? Oui, c'est une bonne question, puis c'est une bonne remarque. En effet, on a... c'est une caractéristique forte de la vague actuelle. On le voyait aussi dans la 5e vague, parce que c'est tellement contagieux qu'il y a des personnes qui vont venir pour un accouchement ou une chirurgie de la hanche ou pour un infarctus, puis on leur trouve une COVID. Dr Longtemps travaille ici au CHUC dans plusieurs de ses installations et tous les patients qui sont admis à l'hôpital, on leur fait un test de COVID pour pas avoir une personne à l'étage on découvre après qui est infectieux puis qui a contaminé d'autres personnes. Donc, c'est pas surprenant qu'on en trouve. Il y en a, tu sais, les patients, quand on dit « OK, il est COVID ben on est obligé de prendre les mêmes mesures. Là. Il faut que les personnes soient isolées, protégées, puis qu'il y ait une attention particulière, d'abord pour leurs symptômes, bien sûr, mais pour pas contaminer les autres. Donc, ça demande de l'énergie, même si on vient pas pour la COVID. Mais ceux qui viennent à cause de la COVID, c'est à peu près la moitié, un petit peu moins même, mais ça varie un peu. Mettez-les à 50% actuellement. Puis on a des cas, bien sûr, de gens qui l'attrapent à l'hôpital. Ça, il y en a de moins en moins, tant mieux. Mais on reste avec ça. Le gros avantage qu'on a en ce moment avec le BA2, c'est que pour ceux qui vont aller vers les soins intensifs, c'est autour de 5%. Il y a 2 ans, là, nos premiers cas, là, c'était 40% allaient vers les soins intensifs. Donc ça, on est chanceux. Puis avec l'Omicron, c'était plus que 5%. Là. Alors, on a un virus qui est moins virulent, mais qui peut quand même être mortel et qui l'est à tous les jours. Ça aussi pèse toujours dans la balance de la décision de Absolument. La semaine prochaine? Absolument. C'est un virus qui est très contagieux, qui vient chercher des gens qui
malheureusement, vient chercher beaucoup de personnes. Les personnes plus vulnérables sont plus facilement atteintes et peuvent dégrader voire leur situation. Et il y a des personnes qui décèdent à tous les jours et c'est toujours de trop. Donc, il faut rester vigilant. Mais si on arrive dans la progression que nous voyons, on pense qu'il va y avoir moins de circulation du virus. C'est ça l'idée, là. C'est qu'il y en ait moins de circulation, de sorte qu'en enlevant le masque, on est capable de tolérer cela, mais en encourageant le port du masque pour ceux qui continuent à être à risque, là. Si je peux me permettre, peut-être une deuxième question. On a vu déjà dans les dernières semaines de grands rassemblements, je pense les spectacles notamment au centre Vidéotron, où le port du masque, on voyait rapidement lorsque les gens entraient, le masque sautait. Est-ce que vous avez observé une certaine recrudescence dans les cas? Est-ce qu'il y a eu un impact de ça ou il n'y a rien qu'on a observé puis ça aussi pèse dans la balance de permettre le retrait du masque? C'est sûr qu'il y a un impact de ça. C'est sûr, on a des cas qui ont augmenté, il y a des cas qui restent, là. C'est pas, les études de Cyrano là, de la semaine passée nous parlaient de potentiellement 35-40 000 cas par jour. Alors, il y en a. Alors, dans ces activités-là, les gens le contractent, mais ça se passe pas tous avec des gens qui sont de très haute vulnérabilité. Puis, par contre, ils l'attrapent, ils le donnent à d'autres. S'ils ne respectent pas les consignes entre eux, ils le donnent à d'autres qui vont finalement le donner à des gens qui sont immunosupprimés ou plus âgés, ou même qui sont en bonne santé. Dr Longtin est clinicien, il voit des gens en bonne santé qui n'étaient pas du tout vaccinés, puis qui se ramassent très, très malades. Et il faut faire attention, là, c'est un virus qui continue à être dangereux. Donc, c'est pas une bonne idée, là, actuellement, de faire les parties pendant le temps où ça demeure très actif. Mais on s'en va vers quelque chose qui va avoir du bon sens. C'est bientôt. On pense que dans 2 semaines à peu près, on va être rendu là. On a un bon espoir. Merci beaucoup. Merci. Au tour maintenant des journalistes francophones en virtuel. Donc, Olivier Lemieux, Radio-Canada. Oui, bonjour, Dr Boileau. Si vous le permettez, j'aimerais revenir sur le dossier du nickel. Je comprends bien là, que le rehaussement ou l'appui au rehaussement de la norme a été fait par votre prédécesseur, mais maintenant que vous êtes dans la chaise du directeur national, est-ce que vous n'êtes pas touché par certains développements récents? Et là, je pense au port de Québec hier soir, qui a lui-même demandé au gouvernement de repousser l'entrée en vigueur de la norme. Et de l'avis de plusieurs, Dr Boileau, c'est pas banal que le port demande ça parce que c'est lui qui est en cause dans ce dossier-là avec le transbordement de nickel effectué sur ses terres. Alors, en sachant ça, est-ce que je comprends que pour vous maintenant, le dossier est quand même clos? Non. Regardez, je vais me réexprimer de ce côté-là. La question qui m'était demandée, c'est est-ce que l'avis de la Direction générale de la santé publique ou puis la collaboration de la Direction générale de la santé publique avant moi, là, pour ce dossier-là, a été bien faite ou mal faite? J'ai pas de raison de croire qu'elle a été mal faite. Les gens étaient non seulement bien intentionnés, mais ont utilisé des approches qui étaient soutenues par la rigueur et par l'expertise aussi requise pour faire ça, avec les contributions d'experts indépendants de ceux de l'Institut national de santé publique. Et donc, la signature de mon collègue qui m'a précédé, Dr Arruda, pour moi, mérite d'être considérée et respectée actuellement. Ça ne change pas qu'il y a un dossier qui est actif sur le plan de l'information publique et de l'inquiétude publique. Et en ce sens-là, l'idée, c'est pas de dire, bon, mais ça a été mal fait, c'est pas ça. C'est comment travailler avec les circonstances actuelles pour faire en sorte que les gens qui portent cela et qui en ont la responsabilité puissent bien expliquer. Et surtout, qu'on puisse s'assurer que ces changements-là, qui soient, s'ils ont à être implantés, et je pense qu'ils le sont là, dans la progression du temps, je pense que ça se passe d'ici une journée ou deux, là, si ce règlement-là est appliqué, bien, de faire en sorte qu'il soit suivi de près, que les citoyens soient bien informés, qu'ils soient aussi contributifs de ce suivi-là. Et il y a plusieurs groupes de travail qui ont été mis de l'avant. Il y a des équipes comme Mon environnement, ma santé. Il y a des groupes de travail aussi qui sont mis pour les activités qui se passent au port. Là, je suis sûr que ça n'a pas très bien été avec ce qu'on me rapporte. Il y a un groupe de travail qui a été... qui est désiré être mis de l'avant avec des représentants citoyens, mais des experts aussi, pour suivre ça avec grande attention. Et je pense que
il y a toujours, si on reste rigoureux, si on reste tourné vers la science, si on reste tourné vers les données les plus probantes, si on reste tourné vers la transparence et aussi le suivi et d'avoir une approche prudente et de mitigation des risques, on va tous y arriver. Alors, l'invitation qui m'est faite récemment de voir est-ce qu'on peut s'impliquer comme direction générale ou comme réseau de la santé, la direction régionale de la santé publique, l'Institut national de santé publique, j'ai rien contre ça, évidemment. Merci. D'accord, mais peut-être pour vous informer, M. Boileau, la norme est effectivement en vigueur. Elle est en vigueur depuis minuit la nuit dernière. Okay. Et depuis la décision de votre prédécesseur, donc d'appuyer cette hausse-là, il y a les 18 directions régionales de la santé publique qui ont dit, qui ont fait bloc pour être contre ce rehaussement-là. Mm-hmm. Alors, donc, ce que vous me dites, c'est que vous pensez que le suivi peut être fait, mais que vous ne voyez pas de raison de revoir la décision que votre prédécesseur a prise à ce moment-ci. Moi, je vais me répéter là, pour être sûr que je suis bien compris. Je vois pas de raison de dire ce que mon prédécesseur a fait, il a mal fait. Il n'y a pas de raison de faire ça. Si on m'apportait des éléments pour dire, regardez, ils ont mal agi de ce côté-là, ils n'ont pas bien considéré, ils n'ont pas pris les bonnes pratiques, ils n'ont pas fait une bonne évaluation, je conviendrais de réouvrir ça puis de dire, voilà, on va regarder ça à nouveau. Mais il n'y a pas de raison de croire ça. Honnêtement, là, je pense qu'ils ont fait ça correctement avec ce qu'on m'apporte comme information. Parce qu'il y a des sujets comme ça qui ont été parallèles dans l'histoire à d'autres endroits. Il faut être rigoureux quand on parle de toxicologie humaine puis de risque à la santé humaine. J'étais moi-même président-directeur général de l'Institut national de santé publique et on en a été exposé à plusieurs de ces situations-là. Alors, il faut rester rigoureux et sérieux de ce côté-là. Maintenant, merci. Oh, excusez-moi, madame. Allez-y. Maintenant, si d'autres informations méritent d'être ramenées au dossier, et des informations aussi qui sont très importantes, c'est-à-dire la sensibilité de la population à entendre cela et à venir valider et vérifier quel en est-il de ces situations-là, on va le faire volontiers. La position des directeurs de santé publique, je l'ai apprise comme d'autres personnes. J'ai su qu'il y avait cette position à la dernière journée ou à peu près de la période je dirais, d'ouverture sur les commentaires à recevoir que le ministère de l'Environnement lutte au changement climatique, avait mis de l'avant par voie réglementaire et ils se sont exprimés à la toute fin. Je sais que c'est une posture là, qui est prise collectivement par les directeurs de santé publique. Il faudra regarder si tout cela va dans le sens de tout ce que les gens demandent. Ils regarderont, mais en ce qui me concerne, c'est pas un dossier qui a été mal fait du côté de la direction qui m'a précédé. Ce n'est pas un dossier qui a été mal fait. Maintenant, ça, c'est une partie de l'enjeu. Il y en a d'autres. Merci. Merci. Henri Ouellette-Vézina, La Presse. Oui, bonjour, M. Boileau. Peut-être une question sur les réinfections. Vous avez parlé de à peu près 5 à 10 des cas déclarés au quotidien qui seraient des réinfections, là, principalement avec la BA2. C'est des taux qui ressemblent à ce qu'on voit un peu partout dans le monde actuellement, là, mais on voit quand même que le délai aussi, il y a de plus en plus de cas de réinfection qui sont beaucoup plus courts. On a parlé de 20 jours en Espagne récemment. Est-ce que ces cas-là de réinfection plus courts, on les voit plus souvent au Québec? Je ne sais pas si vous avez des données à ce sujet. Oui, je vais laisser au docteur Longtin répondre à cette question qui demande d'être un grand savant. Les réinfections, merci pour votre question. Les réinfections, en fait, il faut comprendre que c'est une combinaison de 2 facteurs principaux. Il y a le délai, qui est une chose, mais il y a surtout le virus auquel on est exposé. Donc, par exemple, c'est bien reconnu dans la littérature, certaines personnes ont fait, par exemple, un Delta et Omicron, des fois à l'intérieur de 2-3 semaines, et comme c'est 2 virus très différents, bien, ils ont attrapé, donc une réinfection. Au Québec, on a eu beaucoup de BA1. Et là, depuis les derniers chiffres, on est rendu majoritairement du BA2. Donc, les chances de réinfection sont plus élevées quand quelqu'un a fait du BA1 et ensuite est réexposé à du BA2. Donc, ce n'est pas uniquement une question de délai, c'est aussi une question de changement dans l'épidémiologie. Donc, aujourd'hui, on dit on recommande environ 2 mois. Si après 2 mois, depuis une dernière infection, vous avez à nouveau des symptômes, bien, on vous demande de vous retester.
de rester isolé, de porter le masque et de ne pas rencontrer des personnes vulnérables. Donc, c'est vraiment une question ici de prudence et on sait que depuis 2 mois, bien, effectivement, il y a eu le changement de l'un à l'autre. Bien, une fois qu'on est à 100 par exemple, de BA2, est-ce que le 2 mois va encore tenir la route? Bien, probablement que ça va être beaucoup moins probable d'avoir une réinfection à l'intérieur de 2 mois. Donc, c'est vraiment une combinaison des 2 facteurs qu'il faut garder en tête. Puis, évidemment, à travers le monde, l'épidémiologie change à une vitesse différente et à des moments différents. Donc, quand on interprète les données de réinfection, c'est vraiment important de regarder ces données-là. Merci, Dr. Lontin. Frédéric Lacroix-Couture. J'aurais juste une deuxième question, si possible. Oui, rapidement. Oui. Juste en suivi pour M. Boileau, là, juste faire un petit peu sur les questions de mes collègues. Là. Si je comprends bien, s'il n'y a pas de dose marquée puis qu'on continue sur les baisses d'hospitalisation qu'on voit depuis quelques jours, que la tendance se poursuit à la baisse, lundi prochain, vous allez recommander le 14 mai. Il n'y a pas... comment dire, est-ce qu'il n'y a pas de choses qui pourraient faire dérailler ce plan-là, selon vous, a priori, en tout cas? En ce moment, non. On ne voit pas d'autre chose qui peut faire dérailler cette intention qui progresse vers le retrait du port du masque pour la mi-avril, la mi-mai, excusez-moi. Donc, on voit pas quelque chose à l'horizon qui pourrait pointer. Par contre, on va être sérieux. On l'est toujours. Puis, c'est ça. On va attendre au début de la semaine prochaine pour faire notre recommandation finale. Merci. Frédéric Lacroix-Couture, La Presse canadienne. Oui, bonjour. Docteur Boileau, vous avez dit aujourd'hui que le Québec n'était pas encore sorti de la pandémie. Selon vous, qu'est-ce qui permettrait de considérer, quels sont les indicateurs qui permettraient de considérer que le Québec est en phase de sortir de la pandémie actuellement? Bien, c'est une bonne question. Là, ce matin, on nous demandait ça. On n'a pas... vous savez, le concept de pandémie, c'est un concept qui est maintenant au niveau international. Le docteur Lontin il participe beaucoup aux travaux de l'Organisation mondiale de la santé. Il suit les situations de près sur plusieurs aspects, notamment les variants. Au niveau mondial, là, avec l'Organisation mondiale de la santé. Donc, il pourrait peut-être mieux parler que moi là, sur la pandémie, mais c'est pas nous autres qui allons décider de dire il n'y a plus de pandémie. Là. Ça, c'est une posture qui se révèle au niveau... c'est plus large qu'au Québec. Il faut regarder ça sur le plan international. Toutefois, pour la vague dans laquelle nous sommes, bien, c'est quand on va vraiment avoir des taux de contagiosité qui vont être ramenés à ce que nous avions avant. Il va continuer à avoir une circulation du virus, mais je pense que quand on aura atteint un certain niveau de taux de contagion, on va être capable de dire qu'on est sorti de la 6e vague. Donc, on s'en reparle bientôt puisque nous n'en sommes pas là. Dr. Lontin, veux-tu rajouter sur la pandémie? Ou... Non, effectivement, c'est vraiment un concept. Comme quand l'OMS, entre autres, va statuer la fin de la pandémie, bien évidemment, on risque de suivre parce que c'est vraiment un phénomène, par définition, mondial. Merci. Question en anglais en présence, s'il vous plaît. Alors, c'était la Direction nationale de la santé publique du Québec qui faisait le point sur la pandémie. Alex, bien, ce qu'on comprend, c'est qu'on est sur la pente descendante. Il y a de bonnes nouvelles. Le pic, le fameux pic, ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu l'expression, est derrière nous, selon le docteur Boileau. Mais il y a toujours la prudence d'usage là, qui est recommandée. Et le fameux masque aussi qu'on va devoir porter dans les places publiques, magasins, autres, centres commerciaux, transports en commun jusqu'au 14 mai. Oui. Ça, c'est intéressant. Il y a plusieurs choses quand même là-dedans. Christian, vous dites, il y a une bonne nouvelle, il y a aussi une mauvaise nouvelle. Si on regarde la bonne nouvelle, c'est le fait qu'effectivement, on semble se sortir de cette 6e vague. Le docteur Boileau dit qu'on en a encore peut-être pour 2 semaines, là, où il va y avoir une diminution de la transmission du virus, on va commencer à avoir une baisse des hospitalisations et on va avoir un retour à une certaine normalité. La mauvaise nouvelle, c'est que là, il y a un variant qui est dominant. En fait, c'est le sous-variant d'Omicron BA2, ce qui fait qu'il y a plus de réinfections plus rapidement que ce qu'on croyait au départ. Donc ça vient changer le conseil, la recommandation qu'on donnait, c'est-à-dire que alors qu'avant, on vous disait, si vous avez un autre virus respiratoire ou un autre virus qui pourrait s'apparenter à la COVID à l'intérieur de 3 mois, généralement, on considère que c'est pas la COVID. Donc, vous n'avez pas à prendre la situation aussi au sérieux.
que maintenant, là où on dit qu'à partir de 2 mois, on a l'impression que si vous avez des symptômes, c'est probablement ou ça pourrait bien être la COVID. Donc, vous devriez vous tester, vous isoler, reprendre un peu les consignes, comme si vous aviez jamais été infecté. Donc, ça, c'est la mauvaise nouvelle parce qu'il y a bien des gens au Québec qui ont attrapé le premier variant de Micron, c'est-à-dire le BA1, et comme c'est le BA2 qui est dominant maintenant, c'est plus facile d'être réinfecté. Pour ce qui est de là, on revient aux bonnes nouvelles. Étant donné qu'on a une situation épidémiologique qui est, semble-t-il, sous contrôle, pour ce qui est du port du masque, tout porte à croire qu'à partir du 14 mai, on n'aura plus à porter le masque de façon obligatoire dans la plupart des lieux publics. Ça veut dire les cinémas, les salles de spectacle, les restaurants. Par contre, il va toujours falloir le porter dans le transport en commun et dans les hôpitaux. Et on va vous recommander aussi de le porter si vous êtes une personne vulnérable, si vous sentez que vous en avez besoin, si vous avez des doutes sur vos symptômes, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'on enlève le masque du paysage public québécois. Là. Et M. Boileau était assez clair en disant on ne peut pas obliger les gens indéfiniment à porter le masque. C'est une recommandation. Exactement, et c'est la dernière consigne dite populationnelle qui demeure au Québec. Là. On a l'impression que il y a peut-être encore un risque. Là. On veut juste errer du côté de la prudence parce qu'on a vraiment l'impression qu'on n'aura plus besoin de porter le masque à partir du 14, mais on veut vérifier que cette diminution de la transmission-là se confirme. C'est pour ça qu'on va réévaluer la situation et donner une réponse définitive lundi, donc au début de la semaine prochaine. Et je note en terminant, Christian, ça c'est intéressant. Ce matin, il y avait des sources solides qui nous disaient qu'on avait l'intention aujourd'hui d'annoncer que c'était fait, qu'à partir du 14 mai, là, on n'aurait plus besoin de porter le masque. Puis ça, je peux vous dire que ça fait réagir cette intention-là qu'on avait confirmée selon des sources. Ça avait fait réagir notamment du côté du gouvernement. Semble-t-il, tout porte à croire qu'il y a eu des discussions qui fait qu'on ne voulait pas s'accrocher une date puis on a voulu se garder une certaine marge de manœuvre finalement. Oui, parce que c'est toujours un peu, bien, on l'a vu par expérience au cours des dernières années, lorsqu'on s'accroche, comme vous dites, à une date, lorsque ça ne fonctionne pas, on a l'impression de pédaler par derrière et ça paraît toujours mal sur Mais la place il faut quand même publique. rappeler que ce que fait le docteur Boileau, c'est de recommander. Reste que c'est le gouvernement qui tranche, c'est lui qui prend la décision finale. Sauf que François Legault a toujours été bien clair. La santé publique recommande et nous, après ça, on applique. Bon, bien merci. Merci beaucoup, Alex. Une bonne, une mauvaise nouvelle. En tout cas, on aura le fin mot de l'histoire sur le masque mardi ou mercredi prochain. Mais on va débattre lundi soir lors de la réunion hebdomadaire avec la santé publique et les membres du gouvernement Legault. Merci beaucoup, Alex. À plus tard.